Un an après le début de l'épidémie de coronavirus, les retombées sociales et économiques de cette crise pourraient avoir un impact important sur l'égalité des genres. Mettre à mal les progrès accomplis dernièrement et précipiter 47 millions de femmes et de filles en Europe de plus sous le seuil de pauvreté. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. L'année passée, nous célébrions les 25 ans de l'adoption de la déclaration de Pékin, dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes. Cependant, bien du chemin reste à parcourir pour atteindre l'égalité. Chez nous aussi, en région Bruxelles-Capitale, le Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes a sorti un rapport dont l'autrice n'est autre que notre invitée, une de nos invitées ce soir. Bonsoir, Hassina Sema. Bonsoir. Vous êtes sociologue, psychologue intersectionnelle, spécialisée dans les violences de genre et de diversité. Et à nos côtés également, pour nous éclairer sur la question de ces inégalités hommes-femmes, nous recevons Valérie Piette. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'ULB, spécialisée dans l'histoire des femmes, du féminisme, du genre et des sexualités, mais aussi doyenne de la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB. Alors, grâce aux acteurs de terrain, Hassina, vous avez compilé de nombreuses données et réussi à démontrer ce qui était à craindre. La pandémie et les mesures sanitaires ont augmenté les inégalités, notamment celles liées au genre. D'ailleurs, selon Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une entreprise sociale qui vise à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, on pourrait retourner à une situation proche des années 50 si on y prenait garde. Ce sont des témoignages un peu alarmistes et qui font un peu froid dans le dos, Hassina. Dès les premières recherches, il est très vite apparu que les femmes sont celles qui ont payé le plus lourd tribut à la crise socio-sanitaire. Alors dans ce rapport que vous avez rédigé, Hassina, vous relevez 19 chiffres chocs et puis, en fin de rapport, 19 solutions, entre guillemets. Alors quels sont ces 19 chiffres chocs? On va peut-être pas les reprendre tous les 19, mais en tout cas, en éplucher les principaux. Disons que voilà, on est parti sur un focus sur, je dirais, 5 grandes compétences régionales. Et voilà, au niveau du travail, premier constat, c'est surtout des héroïnes de la crise. Donc on va trouver énormément de femmes à l'avant-plan de cette crise. Mais parallèlement à ça, on constate que ces métiers dits essentiels, donc qui ont littéralement sauver la société, là on peut vraiment le dire en ces termes-là, eh bien sont aussi des métiers qui sont sous-valorisés, que ce soit au niveau vraiment des conditions de travail, donc au niveau salarial, mais également sur le plan symbolique. Et du coup, ça pose déjà une première question. Qu'est-ce qui fait que ces métiers nécessaires à la société sont aussi ceux où on retrouve plus de femmes et aussi ceux qui sont les moins valorisés. Oui, parce que vous le dites, les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, les gardes d'enfants, les nettoyeuses ont été applaudies pendant des mois, chaque soir, à 20h notamment, mais elles continuent à gagner moins que tous les autres, on va dire. Effectivement, et a priori, même si il est quand même question de certaines revalorisations, ça reste quand même des différences assez fortes. Je pense notamment au secteur du nettoyage, où là, si on prend les titres services à Bruxelles, eh bien, ça représente en moyenne un écart de 40-45% du salaire moyen bruxellois, ce qui est énorme. Salaire brut, ce qui est quand même énorme. Alors on dit aussi, et vous le montrez dans le rapport, que beaucoup de femmes ont quitté leur job, ont été obligées de quitter leur job, et les hommes y sont rentrés, eux. Donc ça creuse encore plus l'inégalité qu'avant. Alors ça, c'était vraiment un chiffre assez étonnant au sens où on voit début de la crise, donc on est sur le premier confinement, début de la crise, les hommes et les femmes perdent leur boulot. En tout cas, on voit une diminution du taux d'occupation. Puis, à un moment donné, après le premier confinement, il y a vraiment un effet un peu plus dynamique du marché de l'emploi. Et là, augmentation, plus 2,4% chez les femmes et chez les hommes. Sauf que, on se rend compte que vraiment au final, résultat des comptes, eh bien, il y a une diminution du taux d'occupation des femmes et une augmentation du taux d'occupation des hommes. Ça signifie que les femmes ont quitté le marché de l'emploi, n'y sont pas revenus, et de nouveaux hommes bruxellois ont pu intégrer ce marché de l'emploi. Est-ce qu'ils ont pris les boulots de ces femmes-là? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de boulots qui étaient plutôt préférentiellement construits et pensés pour les hommes? Ça, on ne saura pas le dire, mais en tout cas, c'est un fait interpellant. Les femmes ont dû rester à la maison d'une manière ou d'une autre. J'allais le demander à Valérie Piette, ça ne doit pas vous plaire, ça, quand on vous dit que les femmes sont retournées à leur foyer. Et on en parlait d'entrée de jeu, on revient parfois à des situations d'il y a 50 ans. C'est le risque ?
Mais bien sûr que c'est le risque. C'est une crise majeure, hein, cette crise sanitaire, et elle remet en cause des avancées de ces dernières décennies. Je crois que ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on doit être d'autant plus vigilante aujourd'hui. Assina vient de le dire, mais il faut rappeler aussi des chiffres. 90% des caissiers sont des caissières, 80% des infirmiers sont des infirmières. Donc voilà, toutes ces héroïnes que nous avons applaudies à 20h tous les soirs pendant des mois, on l'oublie vite, hein, et on les oublie vite aussi, y compris toutes les promesses politiques qui ont été tenues d'ailleurs à leur rencontre à l'époque. Donc oui, bien sûr que majoritairement les femmes se sont battues, et on s'est rendu compte aussi, cette crise a visibilisé l'importance du travail féminin dans nos sociétés, son invisibilisation classique. Donc voilà, je crois que ça c'était l'aspect positif des choses, c'est qu'on a pu voir à quel point dans des secteurs essentiels, et on s'est rendu compte à quel point ils étaient essentiels, dans des secteurs essentiels, elles étaient présentes mais pas reconnues, et en même temps on est en train de se rendre compte que tout est en train de se diliter, et qu'en fait on est en train de régresser dans plein d'autres compartiments. On parle du travail des femmes, mais que ce soit en termes de violence de femmes, que ce soit droit à la contraception, droit à l'avortement, cette crise, que ce soit en Belgique et évidemment aussi dans d'autres pays, c'est vraiment retour en arrière. Et bon, alors on pourrait reprendre cette fameuse phrase de Simone de Beauvoir, hein, on sait qu'à chaque fois qu'une crise économique, etc., elle n'avait pas pensé à la crise sanitaire, elle avait parlé de guerre, de révolution, de crise économique, mais ici c'est un mélange un peu de tout. Cette crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Certains ont pu faire une comparaison très guerrière avec cette idée de conflit véritablement, mais il est évident qu'à chaque fois ce sont les femmes qui payent, toujours. On parlera aussi des violences familiales avec vous, Valérie, mais pour en revenir au travail, à ce rapport que vous avez rédigé, Assina, elles ont aussi, ces femmes, des emplois à temps partiel qui sont désavantagés, défavorisés par rapport aux aides justement Covid. Ça aussi, ça a été pointé dans ce rapport ? Tout à fait. Donc en fait, on se rend compte que certains mois, les femmes ont pu avoir, donc les personnes qui étaient en chômage temporaire, vraiment mesure phare de cette crise, eh bien il y avait une différence structurelle, donc un écart structurel entre les genres. Et le mois d'octobre, par exemple 2020, là c'était jusqu'à 130 €. 130 €, c'est énorme dans un budget, quand on sait, surtout quand c'est un petit budget, et quand on sait que parallèlement à ça, il y a eu une augmentation du coût de la vie, notamment sur tout ce qui allait être denrées alimentaires. Donc oui, effectivement. Et puis, diminution aussi de ton salaire. Si tu as un salaire, je veux dire, aller de 4 500, tu perds 1 500, c'est beaucoup, mais il te reste encore 3 000 €, ça va. Si tu as un salaire de 1 500 et que tu perds le tiers, en fait, tu tombes sous le seuil de la pauvreté. Et là, ça fait évidemment toute la différence, quoi. Et pourquoi est-ce que les femmes avaient plus de temps partiel que les hommes, historiquement, Valérie ? C'est un des gros problèmes du travail féminin, bien évidemment, et de nos sociétés d'ailleurs, pas que du problème du travail féminin. C'est qu'on considère, depuis l'invention du travail salarié d'une certaine manière, que le salaire, c'est avant tout le salaire de l'homme. C'est lui qui fait tourner la marmite. Et le salaire de la femme, des femmes, a toujours été considéré comme le salaire d'appoint. Et ça a été une construction, une vision très bourgeoise des choses d'ailleurs, une construction du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qui a été reprise d'ailleurs par le mouvement ouvrier, y compris par les mouvements socialistes, hein, l'idée qu'en fait l'homme qui réussit, c'est l'homme qui travaille et qui peut se permettre de retirer sa femme du joug du capitalisme, hein, qui peut se permettre que sa femme ne travaille pas. Alors c'est une vision très ancrée dans nos sociétés, et puis on se rend compte au XXe siècle qu'en fait la plupart des couples travaillent, et que pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir éduquer des enfants, pour pouvoir vivre surtout dans une société de plus en plus de consommation, il faut les deux salaires pour avancer, pour faire tourner la marmite. Mais néanmoins, cette idée reste. Et l'idée reste toujours qu'en fait, c'est quand même moins important le salaire féminin, même si quelquefois il peut être plus important dans le couple que le salaire masculin, qu'il est moins important, et que s'il y a un souci dans le couple, et le souci peut être l'arrivée d'un enfant, enfin un souci matériel, j'ai envie de dire, c'est toujours vers la femme qu'on va se tourner pour dire si c'est toi qui arrêtais, ça serait moins grave. Si c'est la crèche, hein, on connaît cette idée là que en fait le prix de la crèche
compenserait, ou le travail plutôt de la femme servira compense. à payer la Voilà. crèche. Donc c'est des idées complètement émises quotidiennement, alors que il faut voir l'entièreté évidemment des deux salaires et de voir ce que coûte la crèche et pas chaque fois le ramener au coût du travail féminin. Mais donc c'est une idée qui est omniprésente dans nos sociétés et qui est très réelle et qui précède la crise. Donc cette crise évidemment, c'est une loupe grossissante sur nos différences dans nos sociétés et c'est aussi un accélérateur très puissant de ces différences. Et oui, alors 75%, on l'a lu aussi dans le rapport, des congés parentaux Corona ont été demandés par des femmes. Moi, je pensais que les hommes s'étaient un petit peu réveillés ou désiraient, émettaient le désir de s'occuper des enfants, de prendre des congés parentaux eux aussi et d'élever leur môme. Or, quand il y a une crise, en fait, on oublie un peu ça. Comment ça se fait ? Je crois qu'on oublie ça et puis on est dans l'ordre du discours. Ah oui. Et c'est un discours extrêmement puissant. C'était des beaux discours, mais peut-être pas concrètement, vous voulez dire. Pas complètement, mais en tout cas dans les chiffres, on voit bien qu'il y a des petites différences statistiquement. Les sociologues travaillent beaucoup là-dessus, soit les sociologues de la famille ou autres, où il est clair que les pères dans un foyer hétérosexuel, etc., que les pères prennent plus en charge qu'avant certaines tâches ménagères. Globalement encore, je dis bien globalement et pas dans certains milieux et dans certaines niches, globalement encore, c'est les femmes qui prennent à plus de 70% en charge le tout venant. Mais ça veut dire aussi que c'est sur elles que repose la charge mentale. Et la charge mentale en temps normal est déjà très lourde et on l'a bien connue grâce à Emma, notamment cette bédéiste avant la crise. Mais cette charge mentale plus Covid, la charge mentale Covid est encore puissance 1000 évidemment. Et donc c'est c'est presque normal dans cette logique des choses que les femmes ont été les premières à demander, parce qu'on attendait ça d'elles aussi. On attend d'elles de s'occuper des enfants, de gérer le ménage, de gérer la crise. C'était classiquement ce qu'on attendait d'elles. Et donc oui, ça peut paraître assez étonnant de voir aussi peu d'hommes, comme si tout à coup la crise allait reclicher les modèles de l'homme pourvoyeur de richesse et de la femme qui allait s'occuper du foyer. Assina, justement par rapport à ce que Valérie Piette vient de dire, la charge mentale, vous l'avez observé dans le rapport, la charge mentale de la femme est bien plus important que sur l'homme, plus de femmes en dépression ou en tout cas en santé mentale plus fragile. Effectivement, donc ça c'est déjà un élément structurel. Donc si on analyse les questions de santé mentale entre les femmes et les hommes, on se rend compte déjà de base qu'il y a une plus grande vulnérabilité, pas liée au fait d'être une femme, mais au fait de devoir assumer toute une série de choses. Et du coup, cette fameuse charge mentale. Et évidemment, avec une crise sanitaire, socio-sanitaire, où en plus de ça, on vous refourgue les enfants. Donc, il y a en plus la charge pédagogique. Donc, tu dois gérer ton travail, tu dois gérer ta maison. Parce que contrairement, et tu as raison de le dire, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, quand il y a eu une meilleure répartition des tâches, c'était surtout les papas qui prenaient les tâches intéressantes, c'est-à-dire d'aller ramener les enfants à l'école. Donc, c'est-à-dire la tâche qui te permet de t'en sortir un petit peu, de respirer un petit peu, ce qui aurait été salutaire pour les mamans. Et du coup, elles se sont plutôt retrouvées à faire des journées triples, voire quadruples pour certaines, où elles se levaient très très tôt et elles terminaient très très tard. Et en s'improvisant institutrice, plus gérer son boulot professionnel, plus toute une série de choses. Oui, j'ai lu qu'une femme sur 4 aurait développé des taux d'anxiété préoccupants contre un homme sur 7. Oui. Oui. Donc, oui. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Est-ce que ces femmes qui sont rentrées dans leur foyer, Valérie, Assina, vont en ressortir une fois la pandémie un petit peu derrière nous ou pas forcément, et c'est ça le grand danger, Valérie? C'est tout le souci évidemment aussi parce qu'elles sont rentrées dans leur foyer. Voilà, il y a toute l'image, on y reviendra j'imagine, mais toute l'image de ce foyer protecteur. Restez chez vous, c'était quand même ce qu'on nous envoyait continuellement dès qu'on ouvrait le moindre écran comme message. C'est un message extrêmement puissant, ce foyer qui va nous protéger alors qu'on sait que ce n'est absolument pas le cas la plupart du temps et que pour beaucoup la liberté se passe en dehors du foyer. Et donc pendant très longtemps, il y a aussi eu l'idée de pouvoir sortir dehors. Et donc là, on a dû rentrer. On a dû rentrer pourquoi ? À cause évidemment d'un virus, mais au-delà de ça, notamment à cause du télétravail. Et donc je crois que ce télétravail va questionner la société post-Covid s'il y en a une.
et pose beaucoup de questions parce qu'on n'est pas égaux dans... Mais ça, les hommes ont aussi télétravaillé, vous direz ça? Bien évidemment, ils ont aussi télétravaillé, mais je peux vous donner même l'exemple des professeurs d'université que j'ai bien connus pendant un an. Ce sont des travailleurs, je veux dire, face à leur écran, où ils ont dû très vite donner cours. Je peux vous assurer que des femmes avec des jeunes enfants, et je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes avec des jeunes enfants, loin de là, mais celles qui s'en plaignent le plus, celles qui sont à bout, où on voit pendant le cours des enfants passer, moi c'est le chat qui passe, enfin, où on voit des enfants passer derrière la caméra, derrière l'ordinateur, où il faut gérer 300 étudiants devant vous et en même temps les petits qui pleurent, etc. Voilà, c'est ça aussi le télétravail. C'est ça cette charge mentale, et que donc moi j'ai quand même rencontré beaucoup d'enseignantes, beaucoup plus à bout que d'enseignants. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, évidemment qu'il en existe, mais on a vu aussi des différences de carrière, voire véritablement le jour, où certains hommes ou des femmes, mais sans enfants ou célibataires ou plus âgés, ont trouvé cette crise assez intéressante en termes de recherche, de pouvoir rédiger. Et les dernières études montrent aujourd'hui, et je crois qu'elles sont quand même interpellantes, que les hommes ont beaucoup plus postulé à des projets européens, internationaux, etc. Ils en profitaient pour voir plus large, plus haut, voilà, plus grand. Oui, mais que dans les années qui viennent, ils vont sans doute obtenir plus de bourses de recherche, plus de prix d'excellence, etc., que les femmes qui ont tenté de survivre, de donner cours. Voilà. Et ces chiffres-là font très peur pour la société d'après, puisqu'il y a aussi au sein des universités cette idée de pouvoir avoir une politique de genre et d'avoir une forme d'égalité dans le corps académique ou scientifique. Et en fait, on se rend compte, pour l'instant, que ça ne va pas du tout être ça. Alors, un mot des familles monoparentales, Assina. On sait que 90% d'entre elles ces familles monoparentales sont tenues main de maître par les femmes, plus que par les hommes. Elles étaient déjà fragiles, et le risque, c'est de les retrouver dans une situation encore bien plus précaire et en détresse. Effectivement, donc ici à Bruxelles, 86% des familles monoparentales ont une maman à leur tête. Et en fait, même si on n'a pas de chiffres encore, parce que c'est une pandémie qui est en cours, par contre, tous les indicateurs sont rouges. Et donc, on sait que c'est l'un des groupes les plus vulnérables sur le plan social, des taux de chômage importants, des taux de chômage de longue durée. Ce sont l'un des groupes que vous allez retrouver comme allocataire social par rapport à des enjeux de logement ou autres. Et du coup, effectivement, oui, tous les groupes qui seront de base des groupes vulnérables vont être impactés de manière dramatique. Et donc ici, on s'attend à une hécatombe. On ne sait pas l'ampleur de l'hécatombe, mais on s'attend à une hécatombe. Ouais. Alors, encore un chiffre qui m'a étonnée, mais peut-être que je me trompe. 20%, on sait, les jeunes ont eu beaucoup de difficultés, évidemment, en santé mentale. 20% des jeunes ont des scores inquiétants par rapport aux échelles de dépression. Et il paraît que pour les filles, la tendance est encore plus lourde. C'est genré de dire ça, que les petites filles, peut-être, sont plus inquiètes, plus angoissées par ce qui se passe autour d'elles, inquiètes pour leur famille? Non, il y avait une vraie explication liée au genre. Donc ça, c'est une étude de l'ULG. Donc j'ai pris contact avec l'autrice de l'étude. Et en fait, elle expliquait que les filles, donc c'est par rapport à des ados, de jeunes ados, plus ou moins grands ados. Et en fait, les filles sont mises à contribution dans la gestion des émotions de la famille. On leur demande plus qu'aux petits garçons. On leur demande plus, en tout cas, on leur demande d'être là en soutien à la famille, ce qu'on va peut-être moins demander aux garçons. Et donc, il y avait cette nouvelle charge encore mentale. Et donc, c'est gérer sa propre détresse et la détresse des autres. Et puis, il y avait aussi d'autres questionnements peut-être un petit peu plus existentiels chez ces jeunes filles. Donc, il y a un effet de genre clair, mais qui a beaucoup moins à voir avec une vulnérabilité innée que vraiment une demande particulière de l'entourage au sens large du terme. Historiquement, Valérie Piette, on en demande beaucoup aux petites filles? Toujours. Surtout s'il y a un petit frère derrière. C'est assez connu. Oui, bien sûr, on en demande toujours. On leur demande aussi d'être un modèle pour la famille. Et on le voit parce que, on l'a aussi beaucoup vu avec nos étudiants. Je veux dire, ils sont pas seuls devant un écran. Enfin voilà, je crois que cette crise a révélé ça. C'est les différences de genre, mais pas que. Et elles préexistaient, mais là on les a vues. Enfin moi, quand je téléphonais à des étudiants et que je demandais, parce que je devais leur demander de mettre leur caméra pour certaines rencontres ici en tant que doyenne, et qu'on voyait les conditions de vie de nos étudiants, et on comprenait pourquoi ils voulaient pas allumer la
la caméra d'ailleurs, et toute la question d'une honte sociale aussi, où on voit qu'en fait le Wi-Fi, s'il y en a, il sert à 5-6 personnes dans une maison, et là-dedans, s'il y a une fille, c'est pas spécialement elle qui va passer la première pour ses études. Donc voilà, tout cela, voilà, et je crois que l'intersectionnalité, elle est importante aussi dans cette crise, c'est qu'on ne peut pas parler que de genre, il y a aussi des conditions sociales, des conditions de vie, ethniques, toutes ces différences. On ne vit pas le Covid de la même manière qu'on soit une femme ou un homme, ça je crois que c'est une évidence, qu'on a des enfants ou pas, mais qu'on vive à Uccle avec un jardin et en kayak prêt à partir, sur les flots. Et je caricature à l'extrême, ou de l'autre côté de la ville du nord du canal, pour Bruxelles, dans un appartement de 60 mètres carrés à 4. Je veux dire, voilà, c'est différent, on ne vit pas la crise de la même manière. Et je crois, et moi c'est ce qui m'a peut-être le plus étonné dans cette crise, c'est à quel point nos hommes politiques, et je dis même hommes et femmes politiques, sont quelquefois complètement déconnectés de la réalité de terrain. Ça aurait peut-être eu ce point positif, c'est de rendre compte d'une réalité qui était peut-être ignorée de nos politiques. Oui, j'espère que le rapport va porter cela aussi. Oui, mais on en parlera des recommandations, justement, on va voir qu'elles soient écoutées. Mais en même temps, quand on nous dit vous pouvez traverser la maison pour aller dans le jardin, pour aller déposer ça, faites-vous vacciner, vous allez pouvoir partir à l'étranger, vous allez pouvoir inviter vos amis pour le barbecue et pouvoir aller avec vos voisins dans le jardin, mais vous vous adressez à qui? Oui, savent-il qu'il y a des gens qui n'ont pas de jardin, pas de barbecue et qui ne partent pas en vacances? Oui, mais c'est bien plus de 50% de la population en Belgique. Et qui vont une fois par an au restaurant. Et pourtant, il n'y a aucun message qui leur est adressé spécifiquement à eux. Donc c'est intéressant de voir à quel point on est dans une forme de bourgeoisie qui s'adresse à une forme de bourgeoisie, d'une certaine manière. C'est vrai. Valérie Piette, je voulais vous demander aussi, cette crise sanitaire est arrivée pile il y a un an, à une période cruciale pour le combat féministe, avec notamment cette fameuse cérémonie des Oscars 2020 dont on se souvient, et la sortie remarquée d'Adèle Haenel. Un mouvement stoppé net, en fait. Que va-t-il en rester? Qu'en reste-t-il? Moi, je crois que, il y a des hasards en histoire, certainement, mais que là, quand même, le hasard est lourd. On se lève et on se casse. C'est les mots de dépente après Haenel. Nous sommes en février 2020. Et quelques semaines plus tard, nous nous cassons tous dans notre foyer. Et c'est vrai que le moment est extrêmement fort, parce que là, tout à coup, on régresse. Alors, les réseaux sociaux sont là, et je crois aussi qu'il y a quand même une prise de conscience importante pour pouvoir lutter contre cette régression. Mais il est évident qu'au moment, d'une certaine manière, où les victoires quand même devenaient de plus en plus importantes, on est dans une forme de backlash. Il y a là un retour en arrière, alimenté par d'aucuns, je veux dire, il y en a qui prennent plaisir sans doute, mais il y a bien là, je crois, en retour en arrière, et que donc il faudra évidemment faire extrêmement attention dans les mois qui viennent. Pour reprendre le combat là où il était laissé, en quelque sorte. Oui, avec de nouveaux objectifs peut-être, ou de nouveaux combats qui sont nés de cette pandémie. Être femme migrante aujourd'hui, c'est... Voilà, en temps de pandémie, on n'y pense pas, mais il y aurait tellement de choses à dire. Les travailleuses du sexe, comment ont-elles passé cette pandémie? Il y a plein de combats féministes aussi. Il va falloir les remener, et les remener aussi en dehors du foyer. Sur les violences sexuelles, Assina, 100% des auteurs, d'après l'étude, étaient des hommes, évidemment, un chiffre qui impose une vraie prise de conscience. On parle de violences à Bruxelles, rapportées dans... Donc il y a très peu de données. Donc ici, on est sur les chiffres qui ont été... C'est encore trop tôt. C'est trop tôt pour pouvoir établir des tendances fortes. Par contre, on est obligé de se rendre compte que sur les plaintes qui ont été rapportées à la police, en sachant encore une fois que ça c'est la pointe de l'iceberg, néanmoins, vous avez toutes violences confondues au niveau sexuel, que ce soit fait par une personne inconnue, une personne connue, que ce soit dans l'espace privé, dans l'espace public. Eh bien, on se rend compte que 100% des auteurs étaient des hommes. Et donc, évidemment, là, ça plaide clairement pour une prise en charge très claire du groupe des hommes au sens large, c'est-à-dire la masculinité, cette fameuse masculinité qu'on appelle toxique, et de voir comment on peut essayer de déconstruire ça au plus tôt avec les plus jeunes et les moins jeunes, évidemment, pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir des chiffres comme ça. Alors, les recommandations, parce que voilà, il nous reste environ 5 minutes pour clore cette émission. On a parlé des problèmes, le rapport les a bien pointés, ciblés. Évidemment, ça ne sert à rien de faire un rapport si ce n'est pas pour un petit peu réfléchir aux solutions. Et donc, vous proposez des recommandations. Quelles sont-elles dans les grandes lignes? Alors,
Effectivement, le rapport ici, c'était la démarche du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était de se dire, on voit ce qui existait avant la crise, on voit ce qui s'est passé avec la crise, en tout cas on essaie de percevoir un petit peu les tendances, et après on se relève les manches et on essaie d'avoir des solutions. Et donc le premier, je dirais, le premier geste, et donc aussi je dois préciser que c'est tous les experts et expertes de terrain qui se sont mis ensemble, donc les membres de ce conseil-là, avec moi, pour essayer de construire quelque chose qui tienne la route. Et du coup, la première grosse recommandation, c'est une politique de genre qui serait forte, qui serait courageuse et qui serait intersectionnelle. Parce que le rapport, ici, on n'a peut-être pas mis l'accent là-dessus, mais on a justement été voir qu'est-ce qui s'est passé du côté des travailleuses du sexe, qu'est-ce qui s'est passé du côté des personnes migrantes. Quand on dit intersectionnel, donc rappelez-moi l'intersectionnalité pour nos auditrices. C'est en gros une approche, en tout cas si on le prend comme une approche, qui ne sectionne pas les différents systèmes d'inégalité et qui se rend compte comment ces systèmes s'auto-alimentent, s'entrecroisent pour créer des discriminations, des violences ou des inégalités particulières. Et donc c'est le premier point qu'on peut vraiment mettre sur la table, c'est il n'y aura pas de solution si on n'intègre pas justement l'ensemble de ces différents systèmes d'inégalité. Donc ça c'est une grosse recommandation. Et après, de manière générale, les chiffres. Donc ce rapport, il montre beaucoup qu'il n'y a pas de chiffres ou des chiffres très anciens. Et donc, à un moment donné, si vous n'avez pas les informations, si vous n'avez pas la possibilité de mesurer quelque chose, soit, dans le meilleur des cas, vous y allez avec bonne foi, mais sans trop savoir ce que vous faites, ou soit vous dites, il n'y a pas de problème, tout simplement. Par exemple, je pense notamment à la communauté LGBTQIA+. En Belgique, pas de chiffres. Quand je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs, des chiffres alarmants. Et donc, il y aurait vraiment un intérêt à se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je dirais la deuxième grosse recommandation, c'est une étude d'envergure. Ici, ça n'a été qu'une compilation des petits, morceaux d'études que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Ici, il faudrait vraiment une étude d'envergure. Et puis après, effectivement, une relance qui est... nous, on avait appelé ça relance sous le signe du genre. Avoir le réflexe conservateur de laisser les femmes à la maison, c'est une hérésie, même d'un point de vue capitaliste. Les grands instituts le disent, vous mettez les femmes au travail, c'est une augmentation drastique du PIB de tous les pays, y compris les pays riches. Donc, à un moment donné, voilà, il y a essayer de mettre les femmes au cœur de la relance, évidemment prendre soin de la santé de ces femmes au sens large, donc aussi bien les personnes qui ont été à l'avant-plan de cette crise et qui ont pour le coup morflé, parce que si on regarde les études, encore ici en Belgique vous n'avez pas, mais les soignantes sont vraiment à risque de développer des états de stress post-traumatique assez sévères. Donc il y a aussi des associations à des risques accrus de décès. Ça, c'est des chiffres qu'on trouve, par exemple, au Royaume-Uni, qu'on n'a pas ici, des chiffres officiels. Et du coup, voilà, s'intéresser à ce public-là, de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour ce public, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le protéger, le soigner, l'accompagner, mais également Madame Tout-le-Monde qui était dans son salon, petit ou grand, assumer toute une série de choses. Et donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est repenser aussi le rapport à l'accès, je dirais, à la médecine. C'est vraiment très très large. Au niveau de l'entrepreneuriat, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour les femmes entrepreneuses qui sont statistiquement plus à risque d'avoir des faillites, non pas parce qu'elles ne gèrent pas bien, mais parce qu'elles n'ont pas accès aux capitaux, elles n'ont pas accès aux aides. Et donc, il y a vraiment toute une série de choses à mettre en place. Il y a 19 recommandations, je pense que c'est une vingtaine, trentaine de pages. Voilà. Là, on demande aux politiques... Lisez-les. Voilà. La secrétaire d'État à l'égalité, Nawal Benhamou, souhaite développer, elle l'a dit, une politique genrée forte, globale, transversale et intersectionnelle, comme vous l'avez dit. Pour terminer, mot de la fin, Valérie Piette, vous qui avez créé et dirigé ce master en genre à l'ULB et en partenariat avec les autres universités, c'est le monde de demain aussi qui se construit là maintenant. Oui, je crois que c'est... Parce qu'on voit en Europe, tous les pays, Hongrie, Pologne et autres, essayent justement de remettre, de scinder vraiment la famille, de remettre la femme au foyer. C'est contre ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Oui, je crois qu'il faut arrêter d'appeler au loup. Le loup est là. Il a pris la forme d'un virus, peut-être. Il est sur un terrain très glissant depuis quand même une bonne décennie au moins. Ça, c'est évident. Et vous parlez de la Pologne, de la Hongrie. On peut en citer bien d'autres, hélas. Et donc, je crois qu'il faut arrêter de croire que le loup ne viendra pas. Il y a peu de temps. Voilà. Le loup est là, il est parmi nous, et que donc je crois qu'il serait
plus que temps de se réveiller, d'en prendre conscience et de voir, notamment en monitorant, notamment en ayant ces chiffres, notamment en ayant une politique positive, j'ai envie de dire, et de combat cette fois-ci. Et d'égalité, de réelle égalité entre et de réelle hommes égalité, et femmes. parce que là, je crois qu'on Le a but vraiment... n'est pas non plus d'écraser les hommes, d'être en Mais égalité. pas du tout, mais on a perdu des plumes et en même temps, on n'a pas parlé du droit à l'avortement, mais quand on voit à quel point certains ont profité de cette crise pour empêcher la femme de pouvoir se rendre dans les hôpitaux, dans les plannings pour se faire, pour pratiquer une IVG. Enfin voilà, il y a quand même des dangers. Ils sont là, ils sont parmi nous. Et donc là, maintenant, je crois que c'est à nous retrousser les manches, hommes et femmes, je veux dire, pour une société inclusive, égalitaire. Et je crois que c'est encore en combat long devant nous. On vous reçoit dans 6 mois, 1 an pour faire un nouveau rapport sur des chiffres plus précis. Merci à vous, Assina Semal, et merci à vous, Valérie Piette, d'avoir été ce soir avec nous pour nous parler de ces inégalités. Hommes-femmes, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés pour un autre rendez-vous de la laïcité dans Libre Ensemble. À très bientôt. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir.